avec la liste des clients algériens d'HSBC, d'ailleurs qui a été divulguée par Maghreb Émergent. Et Hassan est là. Lies Khalas nous a rejoint et qui a fait l'enquête justement. Lies, merci de venir nous rejoindre pour évoquer cette question. Alors c'est vrai que on s'attendait à des gros bonnets. Il n'y a pas eu de gros bonnets. C'est peut-être ça qui a fait que le débat a tourné très court. Mais avant de parler de ça, justement, moi, la première question que je voudrais te poser, c'est qu'on a dit qu'il y avait plus de 441, c'est ça, comptes clients algériens ou liés à l'Algérie. Alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as fait cette première sélection? Pourquoi tu n'as parlé que de ceux que tu as diffusés? Est-ce qu'il y en avait d'autres? Est-ce que c'est les seuls que tu avais? Il faut savoir que sur les 441, la majorité ne sont pas algériens. Le seul lien avec l'Algérie, c'est le lieu de naissance. Il y a beaucoup de pays noirs, de juifs d'Algérie, etc. Et puis, pour la méthodologie de l'enquête, moi, je me suis intéressé aux gens qui ont leur principale activité ici, pour les résidents fiscaux algériens. Pour les autres qui résident en France ou aux États-Unis, ils ne m'intéressent pas. Et puis, il y a aussi un autre paramètre, les montants. Parce qu'un montant de $200, franchement, je ne vois pas pourquoi je vais m'intéresser à ça. Donc, de ceux que tu as diffusés, c'est les seuls que tu as, en tout cas, d'importants ou d'intéressants jusque-là. Pour expliquer un petit peu... C'est un premier article. J'ai cité aussi quelqu'un qui est mis en cause dans une affaire de corruption. Avant d'avoir déjà la liste, quand j'ai travaillé sur le dossier de l'autoroute Est-Ouest, je savais qu'il a un compte à HSBC. Un compte à rôle selon le dossier judiciaire, on dit qu'il est proche de rôle. Voilà. Tejdine, c'est ça, c'était Tejdine. Oui, mais est-ce que tu peux être un petit peu plus précis? Parce que c'est vrai qu'après, il y a eu beaucoup de polémiques, on s'est beaucoup demandé pourquoi est-ce qu'on a parlé de X et de Y. Est-ce que ce sont les seuls à ce stade que tu as et que tu as diffusés? Après, on parlera du choix. À ce stade de l'enquête, oui. Mais l'enquête doit prendre quand même du temps. On doit vérifier l'état civil de ces gens, qu'il ne s'agit pas d'homonyme, etc. Et puis, les retours sont là. Il y a des gens il y a même qui sont décédés. Et leurs enfants ont reçu l'argent pour... Alors je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a eu une polémique et en tout cas les lecteurs de Maghreb Émergent s'attendaient... Oui, mais on a dit déjà que c'est une première publication, il y aura d'autres. Très bien. Mais l'enquête doit prendre le temps qu'il faut. Bon. On ne doit pas se précipiter et jeter en pâture des noms comme ça sans vérifier, sans... D'accord. Alors sur le choix justement maintenant d'avoir diffusé tous ces noms, d'avoir diffusé l'information, moi je vous pose la question parce que c'est vrai que beaucoup se sont interrogés, se sont dit finalement est-ce que c'est une histoire de fraude fiscale plus que de corruption alors que les Algériens attendent justement un autre travail et peut-être que Maghreb Émergent n'aurait peut-être pas dû diffuser ces noms étant donné que finalement effectivement c'est pas... La liste était pour moi un point de départ pour vérifier, enquêter sur lui. Et mon article peut être un point de départ pour l'administration fiscale d'abord pour vérifier les contingents et je ne sais pas. Voilà. Oui, moi je me rappelle, il y a 2 mois, quand le listing est sorti à l'échelle internationale, en même temps était sortie l'information selon laquelle il y avait 441 comptes qui étaient liés à l'Algérie pour un montant global de 670 millions de dollars, si je ne me trompe pas. Et à l'époque, je me rappelle, au CPP, on avait échangé, on avait dit que les médias algériens devraient s'intéresser à ces listings-là, la partie qui concerne l'Algérie. Je pense que c'est de notre devoir, en tant qu'homme de médias, en tant que journaliste, que d'essayer de s'intéresser à cela. Nous n'avons pas pris l'initiative par nous-mêmes spontanément d'aller faire une enquête sur les dépôts algériens en Suisse parce que c'est un gros chantier et que ça nécessite beaucoup de ressources. On n'est jamais sûr d'aboutir. Mais à partir du moment où une liste existe, je pense que c'était légitime que de s'intéresser à cette liste et d'essayer de l'avoir. Maintenant, une fois qu'on s'est engagé à traiter de cette liste et que Lies Khalas a pris des engagements formels avec le consortium international des journalistes d'investigation, c'était le paquet surprise. On ne savait pas ce qui allait nous tomber entre les mains, mais on s'était engagé pour travailler dessus. Et donc, gros bonnet, pas gros bonnet, des hommes politiques, pas des hommes politiques, etc. Il fallait travailler sur la matière que nous avons reçue. Et c'est parce qu'on a commencé à travailler sérieusement sur cette matière-là que je pense que dans l'avenir, s'il y a encore des aspects de l'enquête qui manquent, des données qui nous manquent, ces données-là vont nous parvenir parce que nous avons fait le maximum. Même si c'est le même profil, même si on va être... On évaluera les comptes où il y a $200 ou $500 sur HSBC Suisse, ça n'intéresse personne. Même s'il y a un risque après, parce que c'est la question aussi qui est posée, même s'il y a un risque que ces gens-là soient poursuivis en justice, alors que le but, c'était pas ça. Et tu l'as bien dit à la veille, justement, de la diffusion de... Non, le but, c'est pas que les gens ne soient pas poursuivis. Le but, c'est qu'il y a un problème
Les Européens je prends le monde, c'est le cas que nous connaissons le plus, les listings servaient à montrer qui avait affaire avec le fisc français. En général, ce sont des résidents fiscaux français qui ont planqué de l'argent en Suisse, ne l'ont pas déclaré à leur administration fiscale, et donc ils vont être poursuivis. Ou ils avaient déjà négocié un accord, parce que le listing a fuité en 2008, il faut le savoir. Ont déjà négocié un accord, c'est le cas de Gad El-Maleh par exemple, qui avait déjà négocié un accord avec le fisc français pour rapatrier, payer les indemnités, les pénalités, etc. Donc nous sommes dans un cas de figure. Il y a de l'évasion fiscale probablement, mais enfin, j'ai rien contre la famille Hamoudi de Bimou, mais je pense que la famille Hamoudi de Bimou, suite à l'apparition de l'enquête de Lias Hallas, devra expliquer un petit peu pourquoi elle a 10 millions de dollars sur un compte en Suisse. Voilà, c'est pas une fortune qu'on a cumulée comme ça. Il peut y avoir des fuites. De même que je t'ai venu Tajedine Addou qui est en prison, qui est en détention préventive dans l'affaire de l'autoroute Est-Ouest, devra expliquer d'où il a reçu cet argent. Il peut l'expliquer et puis ce serait un revenu. Mais les mettre sur le même piédestal, c'est peut-être pas, c'est la question, c'est peut-être pas la démarche est peut-être mauvaise. Qu'est-ce que vous en pensez justement? J'imagine que vous avez des questions à poser, Saïd, par rapport à la démarche, la démarche de diffuser ou pas quand. Oui. Même l'évasion fiscale pose problème. C'est aussi un délit économique. Voilà, il n'y avait pas une accusation dans l'article de Lies. Il y avait un constat et puis une interrogation, parce que effectivement, la loi algérienne interdit de placer de l'argent à l'extérieur sur la base des activités menées en Algérie. C'est ça le nœud de la question. Il n'y a pas nécessairement accusation de corruption dans cette histoire, mais c'est une question qui, à mon avis, tous les hommes d'affaires en Algérie se posent. Il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui placent de l'argent à l'extérieur. Voilà, c'est une vraie question. C'est l'organisation de l'économie algérienne qui peut aussi être pointée derrière cette histoire. Oui. Moi, je voulais dire quelque chose. On sent comme un malaise par rapport à cette histoire. C'est-à-dire comme si on en parlait, on justifiait que le Maghreb émergent ait diffusé cette liste. Maintenant, pourquoi ce malaise? Il faut s'interroger aussi. C'est-à-dire, est-ce qu'on jette en pâture des noms de gens comme ça, mais en même temps, il y a une responsabilité individuelle. Comme l'a rappelé Saad, c'est illégal. Il y a des comptes à l'étranger, que chacun prenne ses responsabilités. Si demain on découvre qu'il y a d'autres comptes à l'étranger et que c'est des gens de l'argent détourné de biens publics ou de marchés publics qui se retrouvent là-bas, les gens ne seraient pas choqués. C'est-à-dire pourquoi s'interroger? Moi, je m'interroge sur une autre chose. C'est-à-dire que moi, la seule chose qui me dérange dans ça, c'est que ça pour moi, c'est un débat de fond maintenant. C'est-à-dire, est-ce que les médias algériens ou autres, c'est-à-dire c'est pas spécifique à l'Algérie, c'est ce débat sur ce qu'on appelle les whistleblowers, c'est-à-dire les lanceurs d'alerte. C'est-à-dire j'ai l'impression que depuis quelques années, 3 ou 4 ans, avec Wikileaks, avec cette histoire de SwissLeaks, etc., j'ai l'impression que les médias classiques suivent une tendance mondiale qui est celle des whistleblowers. C'est-à-dire que les médias ne fabriquent plus l'information, fabriquée au sens investigation. C'est qu'il y a leur propre investigation. C'est qu'il y a des whistleblowers à travers le monde qui donnent des paquets de données. Comme l'affaire SwissLeaks, il faut s'interroger. Elle a démarré de quelqu'un qui travaillait à HSBC, qui a fourni un flash disk à la justice européenne, après à la justice suisse et française. N'oubliez pas aussi que, effectivement, chaque pays a réglé le problème de ses comptes selon sa législation. Il y a eu beaucoup d'évadés fiscaux en France, par exemple, quand ils ont négocié avec le ministère français de l'économie pour revenir et avoir une sorte d'amnistie fiscale. Donc, il ne faut pas être complexé par rapport à ces questions-là. Mais moi, je m'interroge juste sur cette question. C'est-à-dire, moi, ce qui me gêne en tant que journaliste, j'allais dire old school, c'est de se dire que maintenant, l'information, comme les photographes ont disparu et que tout le monde prenne des photos, maintenant, l'information, l'investigation...
Le whistleblower. en train de pointer juste une évolution de la technologie, parce qu'avant, tu avais Gorge Profonde que tu rencontrais dans un garage, dans un garage qui te soufflait, et là, on est dans l'Internet avec des paquets d'informations, des millions de peuvent données sur Wikileaks, des millions de données confidentielles, c'est-à-dire ceux de structures de la NSA, de la CIA, c'est du jamais vu, quoi. C'est-à-dire cette échelle-là. Moi, je pense, avec cette évolution technologique, Internet a ouvert un nouvel âge d'or du journalisme et de la presse. Parce que c'est une somme d'informations comme ça, éparpillées, et qui n'a pas de sens. C'est aux journalistes d'analyser et donner du sens, et de collecter ces informations éparpillées, etc., et donner du sens à cette information. Expliquer ce que c'est. Parce que c'est des listings comme ça qui sont muets, qui n'ont pas de... C'est aux journalistes... Je suis effrayé par ce que révèle cette affaire. À quel point nous sommes un pays désarmé. Cette information sur les 400 Algériens, c'est une banque dans un pays à un moment donné. On peut imaginer tous les Algériens qui ont de l'argent ailleurs, dans toutes les banques en France et ailleurs. Qu'est-ce que ça représente? Non, qui y sont, c'est-à-dire les ministres, les anciens premiers ministres, etc. Cette information est disponible chez ce qu'on appelle les appareils d'État. C'est la grande hantise. Ces gens-là ils savent combien possèdent nos ministres. C'est un moyen d'influence extraordinaire sur eux. Et nous sommes un pays qui est entre le compte HSBC et le sachet noir. Le décalage... Même pas la BDR. La BDR, c'est déjà une étape intermédiaire assez avancée. Donc nous sommes un pays qui est tellement dispersé, qui est tellement peu outillé face à tout ça qu'on est complètement désarmé. Et ce n'est que l'un des aspects. Moi, ce que j'aimerais, dans cette liste, est-ce qu'il y a des membres du gouvernement actuel ou passé? C'est ça qui est le plus intéressant. Il y a un côté sensationnel qu'attendent les Algériens. Moi, j'ai vu des commentaires, des gens qui étaient très déçus, qui ont dit que la liste a été tripotée, qu'on a évacué des noms, etc. Il y a même quelqu'un qui a un commentaire très précis. Il a dit, il n'y a pas Saïd Bouteflika. Je lui ai dit, est-ce que Saïd Bouteflika a un compte HSBC en Suisse? Il m'a dit non, je l'ai vu dans une autre banque. Bon, c'est quelqu'un qui dit vrai ou qui fabule, c'est pas important. Mais voilà, les gens attendent beaucoup et on est un peu gêné qu'il n'y ait pas... En fait, ce qui est intéressant, c'est plutôt le côté banal et routinier de la chose. On n'est pas dans des trucs extraordinaires. Il y a des gens qui ont des comptes et... En grande partie, c'est parce que l'organisation de l'économie encourage ça. C'est un pays qui... C'est parce que le premier tri fait par le consortium a fait ressortir 441 personnes liées à l'Algérie par le lieu de naissance, parce qu'ils sont nés en Algérie. Après, moi, quand j'ai reçu le listing, j'ai vérifié l'état civil de ces gens-là, ils ne sont pas algériens. Non, mais je pense... C'est-à-dire, ils sont liés à l'Algérie... sont nés en Algérie, mais ils ne sont pas en fait algériens. Est-ce qu'il y a des membres du gouvernement actuel ou passé? Moi, c'est le deuxième actuel, non. Je vous l'affirme. On va en parler. J'ai promis de publier d'autres articles et à ce stade de l'enquête, je ne peux pas faire des affirmations. Abed, ça concerne la période 2006-2007. Donc, je rappelle juste un détail, que la banque HSBC s'est installée en Algérie en 2008. Voilà. Ouais. Est-ce que attends, excuse-moi. Est-ce que tu peux nous dire que les comptes ont été rapatriés en 2008? Oui, que c'était un peu trop tôt. Est-ce que dans les noms que tu as, tu penses qu'il y a peut-être des prête-noms, parce que la traçabilité, après, il faut du temps pour essayer de remonter un petit peu l'information. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses suspectes dans les noms que tu as éventuellement à ce stade, qui peuvent laisser penser que ça peut être des prête-noms? J'ai travaillé sur plusieurs dossiers judiciaires et HSBC n'est pas la banque réputée pour le...
la banque préférée des Algériens, voilà, c'est ce que je peux dire maintenant. Il faut dire que le HSBC, avant son installation officielle, il y avait des agents de HSBC qui avaient des bureaux dans une banque étrangère. Et HSBC, c'est connu, ils ont ce qu'on appelle des gestionnaires de fortune. C'est pas seulement une banque, hein, ils vont chasser les grosses fortunes, ils les aident à placer leur argent dans des paradis fiscaux, dans des entreprises et tout. Mais ce que je voudrais mentionner, c'est qu'au-delà de l'aspect spectaculaire de cette affaire, mais ça nous permet de poser la question de la fuite des capitaux, de la corruption, donc de la façon avec laquelle l'économie algérienne est gérée. Ça risque, HSBC, ça risque une fixation. Voilà. C'est ça qui est fondamental. HSBC, ça risque d'être une fixation, ça nous détourne de l'essentiel du débat, c'est que cette affaire repose encore de manière forte la question de la transparence de la gestion des affaires, de nos affaires, de notre argent. C'est que cet argent n'appartient pas à un groupe, n'appartient pas à l'équipe au pouvoir, elle appartient à l'État algérien, donc aux Algériens. C'est qu'on doit s'emparer de ce débat, pas que les journalistes, mais les partis politiques, les associations, les animateurs de la société. Alors, ça nous permet d'enchaîner justement sur Sonatrach 1, le procès qui a eu lieu. Je voulais encore dire quelque chose sur HSBC, sur les conclusions. Il y a effectivement, Saad Jafar a utilisé le terme de banalisation. Il ne faut pas qu'il y ait banalisation. Je ne suis pas d'accord avec toi, Souheila, quand tu dis que le débat a tourné très court. On est au tout début du débat. On est au tout début. Il y a une effectivement catégorie de commentateurs sur Maghreb émergent et sur les réseaux sociaux qui ont dit la montagne a accouché d'une souris, il n'y a pas de grand bonnet de la politique et nous, ça ne nous intéresse pas les hommes d'affaires. Oui. Ça a été écrit plusieurs fois, ça ne nous intéresse pas. Qui planquent leur argent, c'est une erreur civique. C'est une vraie erreur civique. Aujourd'hui, on a des hommes d'affaires. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de leur demander comment ils ont fait pour alimenter leur compte. C'est pas nous qui allons le faire. Si l'administration fiscale veut le faire, voilà. C'est un problème. C'est un problème. C'est un vrai problème. Aujourd'hui, on veut diversifier l'économie. On veut ne pas dépendre que de la fiscalité pétrolière. Ah ben, il faut donner l'exemple. C'est un véritable problème. Maintenant, les bonnets politiques, on va y arriver. Quand il y en aura, on le sortira. Je réponds à une question parce qu'il ne faut pas qu'on donne l'impression ici au CPB de fuir. On peut le dire tout de suite parce que ça a été donné sur d'autres sites qui ont balancé à plat des listes comme ça. Il y a un ancien ministre, il y a Mourad Rijimi qui était pendant une année et une semaine ministre de la Santé, qui a une réputation qui a posé problème déjà à l'époque et a quitté rapidement le gouvernement. Son nom figure, nous travaillons, Ilyas Hallas travaille avec le réseau international sur l'approvisionnement de son compte, son solde, etc., etc. Et nous allons lui poser la question, comme Ilyas Hallas a posé la question à tous ceux qui avaient été cités, comment il explique l'alimentation de son compte à HSBC. Il était ministre sous Ouyahia et il a un compte à HSBC. Pas l'autre fraude fiscale et corruption, c'est le Mounier. Une petite remarque, il y a un groupe d'Algériens donc qui ont des comptes en Suisse, et il y a tous les autres Algériens qui ont un couteau suisse. C'est-à-dire que c'est la débrouille, quoi. C'est-à-dire c'est la débrouille. Et pour te donner une transition toute faite, moi j'imagine que seulement sur le compte de Cheikh Ibrahim et de Farid Bdjaoui, il doit y avoir beaucoup plus que les sommes de 400 personnes. Ah oui. Voilà, c'est juste pour te fournir un enchaînement. Non, je me pose la question. C'était l'enchaînement. Alors l'enchaînement, le procès Sonatrach 1, rapidement, qu'est-ce que vous avez le plus retenu et qui a été finalement insoutenable? Est-ce que c'est les témoins qui n'étaient pas là? Est-ce que c'est le trésor Nous avons reçu Miloud Brahimi qui défendait deux prévenus dans l'affaire reçu sur Radio 1 Maître Miloud Brahimi. Ce qui est insoutenable, c'est la détention préventive interminable. Moi, je considère qu'on est dans un pays de non-droit. Il a fallu 5 ans pour instruire l'affaire Sonatrach. 5 ans, c'est très long, c'est excessivement long. Il y a des prévenus, on ne sait pas à quoi ils vont être condamnés en définitive. Le juge, parce qu'il y a eu 38 témoins qui n'étaient pas présents, décide de reporter à la prochaine audience. À mon avis, il remet en liberté sous contrôle judiciaire les prévenus. C'est insupportable de maintenir des gens en détention aussi longtemps. C'est un vrai scandale. Je me fais le relais de Miloud Brahimi par rapport à cette question-là. Nous restons un pays très faiblement outillé contre les libertés individuelles, pour utiliser les expressions d'outillage. C'est encore plus choquant quand on sait que Cheikh Ibrahim n'est pas inquiété. C'est ça qui est... C'est cette... Mais pour Sonatrach comme pour l'affaire HSBC, moi je ne peux pas ne pas faire le lien.
c'est la mauvaise gestion de l'économie qui provoque tout ça. Les gens qui ont des comptes à l'étranger, les causes profondes, c'est quoi? On essaye d'analyser. On va en trouver deux essentiellement. La première, c'est le manque de confiance dans l'avenir de l'économie algérienne. La deuxième cause, c'est la valeur du dinar. On peut imaginer que si on mène un processus qui aboutisse dans 5 ans à une parité réelle du dinar, à sa vraie valeur,